résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence. Voilà, Monsieur le Président. Bon, alors naturellement maintenant place aux questions. Il est entendu que finalement, je pense qu'il va y avoir deux types de questions. Probablement des pour éclaircir des points d'histoire de la période. Et des questions longues pour que je puisse boire un coup. Non, je blague. Mais ça y est. Donc des demandes d'éclaircissement sur des événements de la période. Et puis naturellement, comme chaque fois il y a un point d'histoire, très souvent on cherche à connecter des choses de cette période à des interrogations d'aujourd'hui. Bon. Donc, ma foi, dans les deux catégories de questions, allez-y. Jean-Jacques qui était le premier. Plus dans la deuxième catégorie. Peu importe, peu importe. Tu nous as parlé donc, de 1936, effectivement, le Front populaire s'est formé sur la base d'un programme commun. Et donc, ça m'amène à l'idée, certainement le Parti communiste, parce qu'il crée le programme commun dans les années 70, il avait aussi ça en tête, de dire voilà, ça peut permettre des luttes. Et en même temps, ce programme commun, moi je trouve qu'il nous a conduit à un échec. Moi, je me dis, voilà, est-ce que c'est 1936 qui a conduit à ce programme commun et je trouve qu'on n'a pas tiré les leçons. On t'a compris, Jean-Jacques. Alors, on a l'habitude de prendre 3 questions pour bah, laisser très bonne habitude. Très bonne habitude. Tu m'avais dit en plus de parler fort. Voilà, j'ai parlé fort. T'as joué le jeu. Bon. Donc, il y a Pierre. Oui, alors moi aussi j'ai connu 68, je dois être à peu près du même âge. Je me rappelle une déclaration qui m'avait extrêmement frappé de Benoît Frachon. Je ne sais pas si c'était au sortir d'une réunion pour les accords de Grenelle, c'était quelque chose comme ça. Il déclare en conférence de presse, la situation est beaucoup plus importante. Le mouvement est beaucoup plus important qu'en 1936. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu une voix, je dis, bon sang, ça y est, cette fois-ci. Et il ajoutait, oui, mais cette fois, il n'y a pas de perspective politique. Voilà, ça c'est Benoît Frachon, 1968. J'aurais voulu ajouter, peut-être pas tout à fait de question, peut-être 3 barres, pour montrer la complexité des choses au niveau international. Le même Churchill, qui en 1936-37 refuse d'aider l'Espagne d'une manière extrêmement claire, très bien expliquée. Après les accords de Munich, alors qu'il était dans l'opposition conservatrice, puisque c'était Chamberlain qui était le Premier ministre, il attaque Chamberlain à la Chambre des communes en disant ce que tu as dit tout à l'heure, à peu près la même chose. Nous avions le choix entre le déshonneur et la guerre. Nous avons choisi le déshonneur et nous aurons la guerre. Et c'était le même Churchill. Comme je vois les choses, c'est assez complexe. Non, simplement par rapport à Churchill, c'est parce que de temps en temps, le faire de Churchill une sorte de personnage extraordinaire, un personnage de lumière, alors qu'il y a plein d'ombres dans le tableau, c'est ça. Mais le personnage a personnalité est forte et a tenu un rôle éminent dans toute la période. Hein. Alors, encore une 3e question. Vous êtes bien sage aujourd'hui. Bon, on va laisser le temps. Pourtant, oui, parce que cela dit, j'ai été très schématique, hein, bien souvent. J'ai été hyper schématique. Même. Toi, t'as été hyper schématique en 1 heure. Si tu voulais pas être schématique, c'est 2 heures. Oui, mais c'est bien que tu me fais brasser des choses assez vastes. Hein, c'est assez vaste. Alors, donc, sur le programme commun, la question du programme commun, si vous voulez, la France est marquée, si on fait la réflexion sur l'histoire politique de la France, il y a peu de pays où il y a des programmes, des plateformes politiques communes lors des élections. Mais parce que
derrière, plutôt que le programme commun, seulement il faut voir le système électoral, et le système institutionnel, le système des partis. Le système électoral avec les 2 tours, et avec un système majoritaire, induit en quelque sorte l'obligation de regroupement des forces d'une manière ou d'une autre. Quand vous avez des systèmes, enfin bon, voilà, quand vous avez des systèmes, la plupart des pays européens ont des systèmes politiques à un tour. Un tour. Soit c'est majoritaire, et ça c'est le plus antidémocratique qui soit, c'était ce dont rêvait la droite en France, elle n'a pas réussi à l'instaurer en 1932, c'est le système anglais. Hein. On a un système comme ça qui... Le temps que ça marche pas tout le temps, ça marche... mais c'est profondément antidémocratique et ça crée 2 blocs sans difficulté. Il y a d'autres pays où le système est à un tour mais proportionnel. Dans ces cas-là, il n'y a pas de plateforme commune entre les partis. Lorsqu'il y a, et en France, vous savez qu'il y a eu alternance de systèmes électoraux. Pour la période qui nous intéresse, depuis la guerre, depuis 1919, ça a été décidé en 1914, il y avait un système proportionnel. Et en 1928, on a supprimé le système proportionnel parce que les communistes, à cette époque, avaient gagné avec 10% des voix, avaient obtenu un nombre très important de députés en 1924, et en 1928, on craignait qu'ils en obtiennent davantage. Et le système à 2 tours permettait de les isoler par des alliances. Et ce système majoritaire à 2 tours, vous savez qu'il est resté jusqu'en 1936. Après la guerre, à la Libération, on a instauré un système proportionnel. Et c'est quand la 5e République arrive qu'on restaure le système à 2 tours. La question du programme commun en 1934-36, c'était justement, dans ce système, la droite était sûre, non pas sûre, mais pouvait gagner s'il n'y avait pas d'alliance de la gauche, parce qu'il y avait des divisions dans la droite, entre ce qu'on pourrait appeler la droite, l'extrême droite, la droite plutôt pro-allemande et la droite plutôt pro-italienne, je n'entre pas dans tous ces détails. Et donc, l'idée d'un rassemblement antifasciste de Front populaire et de programme commun, en 1936, à mon avis, était non seulement, c'est pas le problème de juste ou faux, a été un élément de dynamique, en sachant que les objectifs étaient quand même des objectifs limités. C'est pas pour dire exactement ce que disait Frachon, mais je pense que Frachon avait ça en tête. C'est-à-dire que, par exemple, sur les nationalisations, en 1936, les socialistes voulaient des nationalisations importantes, les radicaux n'en voulaient pas, les communistes ont joué, en quelque sorte, les intercesseurs, et on a juste nationalisé les industries d'armement en 1936. On n'a pas fait de nationalisation importante. En 1972-74, le débat sur le programme commun, de quoi parle-t-on? Quel est l'objectif? C'est là la question. C'était quel était l'objectif? La démocratie dite avancée, le socialisme, il y avait plusieurs objectifs et ce n'était pas forcément à des objectifs partagés. En 1936, il y avait des objectifs minimums vraiment partagés par toutes les forces du Front populaire. Mais temporairement, parce que les radicaux, dès qu'ils ont pu, ils se sont tirés. Hein. Donc, est-ce que c'est la plateforme qui est responsable des difficultés, ou est-ce que c'est l'absence de dynamique entre la plateforme électorale et le mouvement social qui, dans un cas, existe et dans l'autre cas, n'existe pas? La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi dans les années 70, il y a à la fois une dynamique politique forte à gauche, autour du programme commun, en 72-73, mais que ça ne débouche pas, ça n'arrive pas, pour des tas de raisons à élucider, sur des mouvements sociaux de force. La CGT s'engage avec tout son poids pour soutenir le programme commun, et c'est sans doute l'organisation qui en souffre le plus, parce qu'il y a une partie de la population qui considère qu'elle n'aura pas à faire grand-chose. Alors ça, vous avez raison, mais je ne pense pas que ce soit le problème de 36. C'est plus le problème des années 70-80. Et ce que moi j'ai souvent regretté, c'est que les dirigeants de les années 70-80 aient à un moment donné dit « bon, bah, ça c'est la faute au Front populaire, quoi. Hein, on n'a pas su évoluer. C'est pas la faute au Front populaire, c'est leur propre faute ou leur propre responsabilité.
d'imputer au Front populaire des responsabilités qu'il n'avait pas. Ça, c'était une manière de fuir une partie de ses responsabilités. Ça a été très lourd, hein, mais ça nous emmène ailleurs que dans le Front populaire. Hein. Mais c'est vrai que souvent on a comparé 3 époques. On a comparé le Front populaire, la Libération et 1981. Il y avait eu un temps, on a dit, en 1981, nous avons fait plus de réformes qu'à la Libération, qui disait que nous avons fait mieux qu'au Front populaire. Hein. Donc le Front populaire est devenu une petite chose. Si on regarde avec une certaine distance historique, le Front populaire, c'est en soi quelque chose de tout à fait important, quels que soient ensuite, après, les événements qui viennent. C'est une source d'inspiration, c'est une référence, c'est le rapport de la classe ouvrière à la République, c'est des tas de choses qui sont très fortes culturellement, socialement, c'est les conventions collectives, c'est l'organisation des qualifications, tout ce que reprend la résistance pendant la guerre, ça a été pensé au moment du Front populaire. C'est pour ça que toute proportion gardée, je dirais que c'est pas parce que moi je travaille sur le Front populaire que j'ai tendance quand même à pas le sous-estimer, quoi, le Front populaire, vous voyez, et à pas lui faire porter trop le chapeau, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas seulement en invoquant le passé qu'on arrive à être à la hauteur d'une situation présente. Hein, ça, je suis bien d'accord. Si c'est ça que vous pensez, je ne suis pas loin de penser comme vous. Après, tu avais la question de Pierre, par rapport à la remarque de Frachon. Par rapport à la remarque de Frachon, alors je pourrais ajouter « et maintenant ». Donc conjonction entre mouvement social et mouvement politique, ou absence de conjonction, voilà. C'est-à-dire que ce que disait Frachon était un personnage très, très important dans l'histoire sociale politique française, personnage très secret aussi, très taciturne, très avare de grands discours, hein, mais quand il disait quelque chose, on savait que ça c'était pas complètement improvisé, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était très senti. Et le personnage de Frachon est évidemment très important parce que vous savez qu'au moment du Front populaire, Frachon est vraiment une personnalité importante du Parti communiste. Mais, j'en ai pas parlé de ça, j'en ai pas parlé évidemment. Au moment de l'unification de la CGT, les dirigeants de la CGTU communiste, on a décidé qu'il fallait séparer les responsabilités politiques et syndicales. Et que donc tous les dirigeants syndicaux qui avaient des responsabilités politiques élevées devaient les abandonner, des responsabilités de type exécutif ou décisionnel. Ainsi, Benoît Frachon, qui était au bureau politique du Parti communiste, démissionne, abandonne officiellement. Il participe quand même aux discussions. Benoît Frachon, c'est celui qui va conduire le secrétaire général de la CGT en 1936, c'est Léon Jouot. Léon Jouot vient de l'anarchisme, ensuite transformé en réformisme de Bonalois. Léon Jouot, le père tutélaire comme ça de la CGT, mais celui qui en quelque sorte va consolider la CGT pendant le Front populaire, c'est vraiment Benoît Frachon qui joue un rôle tout à fait essentiel. Benoît Frachon, aux côtés de Thorez, c'est celui qui va en quelque sorte essayer de consolider la CGT comme syndicat de masse, renforcer les conventions collectives, organiser la CGT, etc. Et qui y arrivera plus ou moins, puisque la CGT explose, vous le savez peut-être, en 1939, la direction de la CGT explose avec la division à propos du pacte germano-soviétique, que une partie des dirigeants de la CGT sont accusés par d'autres dirigeants de la CGT. Donc il y a vraiment un épisode très noir dans l'histoire de la CGT. Frachon devient clandestin, illégal, et pendant toute la période de la guerre, il s'occupe à la fois du syndicat et du parti communiste. Après la guerre, c'est lui qui va devenir le secrétaire général de la CGT. Et ce qui est important, c'est qu'il est à la fois un syndicaliste et un dirigeant politique. Et il a une réflexion politique, même s'il est toujours très prudent, parce qu'il ne la développe pas sur la place publique.
Ce qu'il veut dire, à mon avis, dans la réflexion que vous portez, c'est que en 1936, c'était les communistes, parce que c'est ça aussi qu'ils pensent, hein, les communistes qui avaient été à l'initiative du projet de Front populaire. Ils avaient passé des compromis, ils avaient créé une perspective, ils avaient, ces perspectives, elles étaient limitées, mais ils la contrôlaient. En quelque sorte, ils en étaient les patrons, jusqu'à la création du gouvernement. Après, ils sont en dehors du gouvernement, et je dirais qu'ils vont commencer à être, d'une certaine façon, moins efficaces. Mais ils l'étaient quand même, globalement. Tandis qu'en 1968, le Parti communiste, globalement, a une influence tout à fait fondamentale dans la classe ouvrière, mais du point de vue des événements, de l'anticipation, il a de la peine. Il ne court pas devant, il court plutôt derrière les événements. Quand le 29 mai 1968, le Parti communiste lance le mot d'ordre de gouvernement populaire, ben moi, je peux chercher encore avec vous la réflexion théorique ou politique qu'il y avait dans la notion de gouvernement populaire. Et la CGT, c'est pareil. C'est-à-dire que c'était dans le cours des événements, il y a eu pas mal d'improvisation. Ce qui était le projet du Parti communiste, c'était le programme commun de la gauche. C'est pas en 72 quand il a été signé, c'est en 65, 66. Après, au moment de l'élection et au lendemain de l'élection de la première élection présidentielle, que cette conception est bâtie. C'est très important parce que ça fait du Parti communiste celui qui est le promoteur de l'union de la gauche. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est là-dessus qu'il regagne de l'influence. Mais le contenu de ce qu'on pourra appeler cet objectif politique et social est un objectif qui est plus tactique que stratégique, si je peux dire. Voilà, c'est sans doute là qu'il y a à gratter dans la réflexion. Mais voilà, mais cela dit, ces dirigeants politiques de l'époque avaient quand même une certaine intelligence historique assez forte, une grande culture historique, hein. Donc c'est très facile de leur jeter la pierre. Aujourd'hui, mais c'est pas votre cas, hein, ni mon cas, mais ils étaient pris dans une... c'est ça qu'il veut dire. Et Frachon, il a vécu l'épisode de Renault, si vous voulez, des accords de Grenelle, de l'incompréhension en Assemblée Générale des accords de Grenelle, et tout le monde se souvenait des accords Matignon et du discours de Thorez. Quand Thorez, après les accords Matignon, avait dit « il faut savoir arrêter la grève », ça suivait. En 68, on avait changé d'époque. Et les influences, les rapports de force n'étaient plus tous les mêmes, y compris dans le mouvement syndical. Voilà. Donc tout ça, et dans cette courte phrase, Frachon, c'est ça, hein, qui redit, d'un côté, le mouvement gréviste est 2 fois plus puissant qu'en 1936, mais en poids politique et en perspective politique, le contrôle de la perspective politique et du poids politique du Parti communiste n'est pas le même. Voilà. Hein. Moi, voilà mon interprétation. Hein. Alors, y a-t-il des questions qui ont germé depuis? Ouais. Si, là-bas tout au bout. Deux. Vas-y, Alain. C'était une question. Ou une intervention. Hein. Non, c'est pas une intervention, c'est une question. Ah bon. 36, c'est effectivement le moment aussi où le Parti communiste, en nombre d'adhérents, passe devant le Parti socialiste. Tu nous as parlé de multiplication par 10. La CGT, ça décuple aussi, enfin, je ne sais pas quelle est la proportion. Donc il y a un mouvement, un élan extraordinaire, un élan aussi, on n'a pas parlé du tout des aspects culturels autour du Front populaire, ça me paraît une dimension qui est importante aussi, et c'est celle aussi que l'on vit encore, que l'on se ressent encore maintenant. Alors, face à ce tableau, moi il y a une question que je connais peu. Pourquoi, effectivement, cette position en recul du Parti communiste face aux grandes décisions à cette époque-là? Quel est le rôle de l'international communiste dans ces décisions? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu par rapport au Front populaire et à toute cette période. Tu veux dire Alain en particulier, la décision de non-participation au gouvernement? Par exemple. D'accord.
Jean-Jacques, s'il n'y a personne Non, mais je peux répondre au fur et à mesure, mais... Non, vas-y, Jean-Jacques, vas-y. Oui, tu as l'air dans ton exposé, tu avais l'air de dire que en 1936, les salariés, d'une façon assez spontanée, ils se sont tournés vers la CGT. Je m'interroge. Il doit y avoir un fondement qui les pousse à ça, ou je sais pas. Parce que bon, aujourd'hui, c'est pas parce que les salariés ils sont en difficulté qu'ils vont dire bah, tiens, je vais me syndiquer, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est toujours une bataille. Qu'est-ce qui amène les salariés à se tourner vers la CGT, à s'organiser développer sur ce sujet. Ça, c'est deux énormes questions. Hein. Voilà, mais il y en a, alors maintenant il y en a deux, et on n'en prendra que ces deux-là. Après, je peux... Alors, Parce que non, si je réponds sérieusement, c'est ça que je veux dire. Je veux répondre sérieusement. Non, parce que... tu n'es pas payé, mais tu n'es pas payé pour répondre sérieusement. Non, mais autrement, je peux faire des pirouettes si tu veux. C'est bien qu'il y a des méthodes. Les pirouettes ne nous intéressent pas. Bon, moi aussi, un peu quand même ici. Non, mais dans la rhétorique, ça se fait souvent. Alors, il y a Claude et Marc, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, Claude puis Marc. Je me lever parce que je parle peut-être pas très fort. Donc, je vais faire une première remarque. C'est que je suis ici, parmi les personnes ici présentes, un des rares à avoir vécu le Front populaire. Je n'étais pas bien vieux, j'avais dans les 6-7 ans, et je me souviens que chez mes parents, au moment de la non-intervention en Espagne, on nettoyait des revolvers qu'ils apportaient, disons, aux républicains espagnols, et que qu'est-ce que ça représentait par rapport au bombardement des nazis. Et alors, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a une caractéristique aussi, en ce qui concerne le mouvement, disons, de masse, en général. C'était le mouvement des intellectuels antifascistes. Et ce qui a joué un rôle énorme en ce qui concerne la lutte, la prise de conscience des populations pour défendre la démocratie. C'est tout. Merci. Merci. Et Marc, alors. Oui, je vais faire ainsi. Est-ce qu'il est encore pertinent de rappeler les cris d'orfraie que poussait le patronat en disant avec les avancées sociales, ça va rendre l'économie française, etc. Est-ce que c'est toujours... est-ce qu'il faut le rappeler encore constamment que le patronat dit toujours des... Absolument, absolument. Bon. Ça va, pour l'instant, ça va. J'ai ma dose, là. Ta dose. Voilà. Non, parce que c'est des questions bien senties, parce que c'est des questions, sont des points que je n'ai pas vraiment abordés. Voilà, c'est fatal, pas facile. Et j'en suis très heureux que vous les posiez, parce que ça me permet de dire quelques mots. Sur l'international communiste, je dirais que cette question me fait plaisir, d'une part, parce que c'est intelligent de poser la question internationale communiste quand on parle de l'histoire du communisme, et puis parce que j'ai étudié, donc je peux vous répondre. Je suis content. Attends, on va voir d'abord la qualité de ta réponse. Non, c'est pas non, même quelle que soit la qualité de la réponse, sachez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir les archives de l'Internationale communiste sur la France. Elles sont en ligne, vous pourrez les consulter sous forme numérique, électronique, sur Internet. Je pense qu'il y en a quand même qui utilisent Internet, hein, sinon le téléphone portable, au moins Internet. Mais parce que on a récupéré ces archives, pour les mettre en ligne, archives de la direction du Parti communiste, archives de l'Internationale communiste, et vous pouvez les consulter sur le site soit de la Fondation Gabriel Péri, dont je m'occupe au titre du conseil scientifique, et d'autre part de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Vous mettez MSH Dijon et vous tomberez sur une plateforme qui s'appelle Pandore évidemment, on ouvre la boîte et hop. Vous trouvez les archives de l'Internationale communiste, du Parti communiste, en ligne, qu'on a numérisé, indexé, annoté. Vous pouvez, si vous cherchez Benoît Frachon, hop, vous verrez tout ce qu'a écrit Benoît Frachon, tout ce qu'a dit Benoît Frachon dans les archives, etc.
Pourquoi je dis ça? Parce que pendant très longtemps, on ne pouvait pas répondre correctement à la question que vous posez, notamment sur les questions, entre autres, de la participation, parce qu'on connaissait vraiment mal les liens, l'articulation entre l'internationale communiste et la France, parce que, notamment pour des raisons politiques aussi, Maurice Thorez avait été un de ceux qui avait jugé bon, après la guerre, d'effacer ce qu'avait été le lien avec l'internationale communiste, après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que vous savez bien que les communistes français étaient en permanence attaqués pour justement être à la solde ou être aux ordres de l'Union soviétique, etc. Et lui avait dit dès 1936 que la politique du gouvernement français ne se décidait, lui, cette politique, ni à Moscou, ni à Rome, ni à Berlin, mais à Paris. C'était ce qu'on appelle une attitude performative, c'est-à-dire à force de le dire, il pensait que ça allait devenir vrai. Mais ça ne l'était pas forcément, complètement. Alors, quand on regarde les archives, justement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des discussions. Tout à l'heure, j'ai quand même lancé un petit truc, ne serait-ce que pour vous faire réagir, et ça y est, ça a marché un peu. J'avais dit qu'en 1935, dans l'Humanité, Cachin et Thorez avaient fait un discours à la mutualité qui avait été repris en disant « les communistes sont disponibles pour… c'était au moment de la guerre d'Éthiopie. Pour, dans le cadre de la résistance au fascisme, participer à un gouvernement qui serait un vrai gouvernement de Front populaire. » À ce moment-là, à Moscou, il y a une réunion internationale, là on a les documents, qui dit il y avait les communistes français, les communistes tchécoslovaques sont critiqués pour leur opportunisme sans rivage et à vouloir envisager, avant même la révolution, d'entrer au gouvernement. Et il y a une lettre qui est écrite de façon très précise, pas par n'importe qui, par un dirigeant communiste italien, dont peut-être certains se souviennent le nom, qui s'appelait Ercole Togliatti, et qui fait ce travail dont qu'il appréciait surtout à l'égard de Thorez. Ils avaient entre eux une amitié faite de petites contrariétés, on va dire. Et donc, l'opération se répète pendant la campagne électorale de 1936. Les communistes font une campagne en disant nous, regardez bien les autres, nous faisons campagne pas pour aller au gouvernement, pour avoir un portefeuille ministériel. Nous sommes désintéressés. Alors évidemment, quand on dit ça, ça rend encore un peu plus difficile après de participer au gouvernement. Mais rien n'est impossible dans ces cas-là au nom des changements. Il y a des changements toujours, les fameux changements de situation qui rendent tout possible, ou certaines choses possibles. Mais on a une réunion de l'internationale communiste avec Dimitrov qui envoie Dimitrov, c'était le président de l'internationale communiste, une lettre explicite en disant pour l'heure, alors là on a le texte précis, on l'a publié, je l'ai publié dans les cahiers d'histoire de recherche marxiste. Dans cette lettre, Dimitrov dit pour l'heure, il est plus utile que le Parti communiste reste à l'extérieur que d'entrer dans le gouvernement. Il prend ses précautions, il dit pour l'heure. Et à Moscou, André Marty, qui n'en rate pas une quand il s'agit de son camarade Thorez, dit à Paris, certains se voyaient déjà ministres, et il nomme dans les discussions, il dit Thorez, il y avait Cachin, il y avait Péry aussi. Il dénonce les petits camarades. Ce qui explique que plus tard, le ressentiment aidant, les choses sont très d'ailleurs déplorables à l'égard de Marty quand il s'agira de l'éliminer dans les années 50. Toujours est-il que c'est clair. Et alors, la question mérite encore plus d'être affinée, c'est qu'en 1937, quand Blum démissionne dans les conditions un peu presque sordides, parce que c'est vraiment pas à la hauteur et du personnage et de la situation, il démissionne. Thorez, avec le représentant de l'Internationale dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelait Eugène Fried, envoie un message à Moscou en disant il serait souhaitable que les communistes français fassent des propositions pour entrer au gouvernement, pour appliquer vraiment les mesures fiscales, les mesures de Front populaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'Internationale communiste donne le feu vert, elle dit oui. Elle dit essayez. Ils ont essayé, mais comme l'histoire ne repasse pas les plats, vous savez, les communistes avaient refusé en 1936, en 1937, l'occasion était
était, comment dire, plus difficile à saisir et le rapport de force était plus le même. En 1938, Maurice Thorez refait, au moment de l'annexion de l'Autriche par Hitler, il y a un deuxième gouvernement Blum qui est envisagé, et dans ce gouvernement Blum envisage de créer un gouvernement antifasciste pour faire front à Hitler. Parce que Blum avait des positions claires, globalement claires, par rapport à la politique hitlérienne, à la différence des radicaux. Et Maurice Thorez pense qu'il faut que les communistes adoptent une attitude positive à l'égard de ça, répondent par principe oui. Et là, il y a un télégramme très violent de la direction internationale qui dit « il n'en est pas question ». C'est publié dans un bouquin, je vous recommande, qu'on a fait, qui s'appelait les télégrammes du Comintern, Moscou, Berlin, Paris, 1938-1941. On a publié chez Taillandier il y a bien longtemps, il y a 7-8 ans. Voilà, donc, de ce point de vue, c'est clair. Pour terminer, à propos de l'internationale communiste a été dissoute, vous le savez, en 1943, en pleine guerre. Et déjà, Staline n'avait plus rien à faire de l'internationale communiste, il avait envisagé de la dissoudre au moment de l'Espagne, puis il n'a pas pu, puis 1941, et il n'a pas pu parce qu'il y a l'invasion allemande, et il a dissous en 1943. Et les Français ne sont pas du tout associés, sinon que Thorez est à Moscou, à ce moment-là, et officieusement, parce qu'il n'est pas censé être à Moscou, hein, il est clandestin, et il va signer le protocole de dissolution de l'internationale communiste. Donc tout ça va expliquer pourquoi après la guerre, on ne va pas célébrer vraiment le rôle de l'internationale communiste. Et pourtant il a été important. Il n'a pas été que négatif, il a souvent été important le rôle de l'internationale communiste. Mais tout ça, ça sera un tissu d'éléments contradictoires qui feront que le plus simple, ça sera de ne plus en parler. Et je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir connu l'histoire de l'internationale communiste. Moi, quand j'étais jeune historien, je la connaissais très mal. Il a vraiment fallu que j'aille faire un tour à Moscou, aller chercher les documents et que je m'en soucie pour y arriver, quoi. Et c'était un... Bon, enfin, passons. Syndicats. Pourquoi les ouvriers se tournent spontanément vers la CGT? Bonne question, évidemment, qui reste intéressante pour aujourd'hui, hein, évidemment. Je crois qu'il y a un phénomène pour la CGT, comme pour le Parti communiste qui existait, c'était la peur de se syndiquer. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, il y a toujours des gradations. Aujourd'hui, on parle des droits du travail qui sont foulés aux pieds, on parle de la répression. Mais vous n'imaginez pas, vous imaginez mal ce qu'était l'absence de droit du travail et le type de répression qui existait à cette époque. Par exemple, le licenciement immédiat, du jour au lendemain. L'absence totale de protection des représentants syndicaux. Ça n'existait même pas. L'absence même de la possibilité d'être licencié si on vous voyait avec un journal syndical ou politique aux abords de l'usine. C'est pour ça qu'en 1936, les ouvriers font grève, vous verrez parfois sur des films, ils ouvrent le journal. Rien que le fait d'ouvrir le journal, c'est pour eux une sorte de conquête, ils ont le droit d'émettre leur opinion. Et la CGTU, comme la CGTU était puissante à 200 000 adhérents hein, en 1935, hein, dans certaines professions, les mineurs, un peu, les cheminots, les terrassiers, la métallurgie, la CGT était forte chez les fonctionnaires, pas dans l'industrie privée ni lourde, etc. Et quand ils s'organisent, ils ne savent pas comment s'organiser. Il n'y avait pas de représentants, il n'y a pas de représentants syndical du personnel, il n'y a pas de représentants syndicaux. Donc, c'est les syndicalistes qu'on connaît, qu'on va voir, en leur demandant de venir pour aider à s'organiser. Vous voyez, on est dans un cas où
la grève est le moment de l'organisation syndicale. Souvent, je vous ai dit que les grèves avaient commencé dans certains endroits où il y avait des syndicats, mais chez Renault, vous savez à combien passe la section Renault? Elle passe à 20 000 adhérents. Et les syndiqués chez Renault, au début des années 30, étaient à peu près une centaine. Et ils étaient clandestins. Parce que Louis Renault était un patron de choc, extrêmement violent. Dès qu'il repérait des syndicalistes, ils étaient virés. Vous voyez? Donc on est dans un... Je ne sais pas moi, imaginez un pays où se développe très fortement l'industrie aujourd'hui en dehors de l'Europe, dans tel ou tel pays, je ne veux pas en citer un plus qu'un autre, et où d'un seul coup, grâce aux grèves, les ouvriers vont chercher les syndicats pour s'organiser. C'est un petit peu ça. Alors vous allez me dire qu'en France, il y avait déjà eu des grèves et il y avait eu déjà des moments d'organisation syndicale. Et alors on est dans un phénomène qui est, je ne sais pas s'il est complètement français, c'est un phénomène cyclique comme ça. Il y avait eu des grèves et un mouvement d'organisation syndicale à l'échelle de la France qui était très puissante dans les années 1905-1906, puis en 1919. Et après 1919, le mouvement syndical avait été cassé, mais vraiment cassé, et par la division, par les immigrés, un nombre d'immigrés, songez que dans la France de 1930, il y a 40 millions d'habitants en 1930 en France. Il y a 40 millions d'habitants, il y a à peu près 5 millions d'ouvriers étrangers qui sont arrivés en 10 ans. Vous voyez, et qui pèsent d'un poids très très important dans le monde agricole, des ouvriers ruraux agricoles et des ouvriers d'industrie. Et un des enjeux, c'est de savoir si ces étrangers vont s'intégrer ou pas à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier français. Et ils vont s'y intégrer. Et 36 joue un rôle fondamental. Fondamental parce que dans les grèves, dans toute une série d'endroits, s'il n'y avait pas eu les femmes et les étrangers, il n'y aurait pas eu ces grèves et ces occupations d'usines. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de parenté avec aujourd'hui, mais en même temps on est dans des mondes quand même sociologiquement, politiquement, qui sont assez éloignés quand même. Voilà. Je pense quand même. Et c'est pour ça qu'il faut pas... il faut estimer tout ce qui a été fait, faire connaître dans l'époque ce qui a été fait en 1936, et pas avoir une nostalgie exagérée. Voilà. En disant, ah, à cette époque, ils savaient se battre, ils étaient formidables, etc. Ah oui, mais dans quelles conditions? Vous voyez, et puis, surtout, l'histoire ne repasse pas les plats, puis surtout, on est dans... l'histoire, les transformations des sociétés ont vraiment changé. Une question, la question de la retraite des vieux, que le Front populaire ne vote pas. Vous savez quelle était l'espérance de vie des ouvriers en France en 1936? L'espérance moyenne des hommes ouvriers, c'était moins de 60 ans, l'espérance moyenne de vie. Et la retraite des vieux était envisagée pour 70 ans à ce moment-là. À 70 ans, ça veut dire que ça aurait été symbolique et ça aurait touché quelques fractions du monde ouvrier. L'espérance de vie est passée, mais on n'a pas parlé des assurances sociales et de la sécurité sociale. L'assurance, les soins en 1936, il n'y a pas il n'y a aucune transformation en 1936. C'est vraiment, justement, sur la base du fait que les projets existaient. Rien n'est réalisé. Et si le programme du CNR est si riche dans tous ces domaines, c'est que d'une certaine façon, il intègre tout ce qui avait été envisagé et non réalisé en 1936. Ça veut dire qu'on ne perd pas son temps quand on réfléchit un petit peu en avance, quoi. Vous voyez, je dis ça, là pour aujourd'hui, je le dis, quoi. Parce que ça, je crois que pour toutes les époques, ça vaut. Me semble-t-il, hein, bon, je le dis avec prudence et quand même humilité. Les intellectuels antifascistes, la majorité ce qu'on appelle la catégorie des intellectuels, c'est très français, ça, vous savez. Le terme intellectuel, quand vous vous baladez à la même époque, surtout dans d'autres pays, ça n'existe pas, le terme intellectuel. On est universitaire, on est écrivain, on est artiste, mais la catégorie transversale intellectuelle, c'est né en France avec l'affaire Dreyfus, au moment de l'engagement d'une petite fraction de ceux qui étaient les écrivains, les savants,
et qui se sont revendiqués comme des gens de culture, des intellectuels aux côtés du combat pour Dreyfus, c'est-à-dire en fait contre l'armée, le milieu autoritaire, l'ancienne aristocratie et tout ça. Au moment du Front populaire, le terme revient notamment dans l'antifascisme, avec la création des comités de vigilance des intellectuels, des intellectuels antifascistes, comités de vigilance, en 1934, en 1933, en 1934, et des personnages comme Romain Rolland, Henri Barbus et d'autres sont des personnages un peu tutélaires. Avec l'Espagne, ça va continuer, mais il y a un mais quand même. La majorité des intellectuels au sens sociologique du terme, des universitaires, des hommes de lettres, sont à droite. Ils sont conservateurs. Prenez l'Académie française, bien sûr, prenez les grandes revues, prenez la NRF, prenez, enfin, le monde du théâtre, le monde des artistes, ceux qu'on connaît aujourd'hui, ceux qui ont été en quelque sorte des pionniers, sont minoritaires. Hein, et ces intellectuels, ils vont, eux, gagner pendant la résistance et après la guerre, avec le comité national des écrivains, avec les intellectuels, les personnalités comme Aragon, les surréalistes sont tout à fait minoritaires. Mais ils sont présents dans l'engagement antifasciste et ils jouent un rôle tout à fait important, notamment près des instituteurs, des classes moyennes, etc. Ils ont un rôle non seulement de porte-parole, mais à côté du monde ouvrier qu'ils rejoignent, ils viennent en quelque sorte faire un compagnonnage. Et ça, c'est vraiment tout à fait important. Le patronat. Le patronat, on connaît, on parlait de Benoît Frachon tout à l'heure, Lambert Guibaud, qui était un personnage que vous ne connaissez peut-être pas forcément, il ne mérite pas d'être connu, sauf pour la stupidité de ses réflexions. Lambert Guibaud, en 1936, Benoît Frachon lui présente une feuille de salaire des ouvriers qui travaillent chez lui. Donc, il était du comité des forges, la métallurgie. C'était le grand patronat, la métallurgie. Vous savez, celui de l'UIM, connu à notre époque aussi pour ses, disons, ses réussites dans le domaine de la corruption. Eh bien, ce patronat, qui à cette époque était très puissant, possédait des journaux. Tiens, voilà une parenté avec une époque contemporaine. Possédait des journaux importants, comme un journal qui s'appelait Le Temps. Le Temps. Avec des lettres gothiques, vous savez, dans son titre. Eh bien, Lambert Guibaud dit, mais je ne savais pas, mais c'est impossible de survivre avec ce salaire. Et Benoît Frachon lui dit, alors monsieur Lambert Guibaud, vous êtes d'accord avec nous, il faut augmenter les salaires. Alors Lambert Guibaud va accepter cela au titre du grand patronat. Il y a une partie du patronat qui ne lui pardonnera jamais. Et en disant, nous ne pouvons pas survivre avec les conventions collectives, avec surtout la semaine des 4 jeudis, les vacances payées, et il faut bien se dire que le patronat souhaite et pense la revanche contre le Front populaire. Et je vais vous donner un exemple de l'attitude du patronat à cette époque. Dans l'époque, oui. Le secrétaire général du patronat de l'industrie métallurgique, Pierre Pucheux, devient, son nom vous dit quelque chose, il va adhérer à un parti d'extrême droite, le Parti populaire français, dès la fin de 1936, puisque le Front populaire a dissous toutes les ligues factieuses, les ligues armées, donc se forment des partis d'extrême droite. Et Pierre Pucheux, vous savez, devient le ministre de l'Intérieur du maréchal Pétain en 1941. C'est lui qui dresse les listes des otages fournis aux Allemands pour que les Allemands les exécutent et les assassinent. Et notamment ceux avec qui le même Pierre Pucheux a négocié la convention collective de la métallurgie en 1936, notamment un dénommé Jean-Pierre Timbaud, qui coche sur la liste 2 fois, en disant que si c'était possible de le fusiller plusieurs fois, il faudrait le faire. Vous voyez, ces personnages n'ont absolument rien oublié de 1936. Hein, et
comme Charles Maurras, dont certains prétendaient non pas célébrer, mais commémorer la mémoire, pour eux, ça a été une divine surprise, Vichy. Et Vichy leur a permis de réaliser leur revanche. Et leur revanche patronale sur une partie du mouvement syndical, et notamment des dirigeants de la CGT. Il y a Jean-Pierre Timbaud, il y en a plein d'autres sur la région parisienne notamment, comme Charles Michel et plein d'autres. Charles Michel, c'était Citroën, etc. Voilà. Et j'ai oublié de répondre à monsieur qui évoquait l'engagement en Espagne, le souvenir de cela. Oui, la solidarité pour l'Espagne a été une solidarité qui n'a pas été une solidarité seulement d'organisation. C'était une solidarité très, très, très profonde. On sait aujourd'hui, quand on prend les brigades internationales, qui est parti dans les brigades internationales? En France, je parle de la France. C'est pas des militants, c'est soit des cadres du parti qui partent en quelque sorte en mission pour encadrer l'aide et le soutien et surtout participer à la défense du gouvernement républicain. Au début, vous savez qu'à Madrid, les brigades internationales, en octobre 1936, ont joué un rôle tout à fait important. Mais si on prend la masse des militants, ça a été aujourd'hui bien étudié, ce sont de jeunes ouvriers, en général. Ce n'est pas des intellectuels. Pour un intellectuel réputé, connu, etc., Malraux ou autre, il y a des ouvriers qui sont en général des patriotes. Ce n'est pas forcément des internationalistes, mais c'est des antifascistes. Et ils partent en Espagne en disant c'est là-bas que se mène la lutte contre le fascisme. Si le fascisme gagne en Espagne, la France sera menacée. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est... et il y a une partie qui sont des communistes, à peu près la moitié, et une autre partie qui ne sont absolument pas des communistes, enfin absolument pas. Ils sont dans le mouvement du Front populaire. Voilà. Il y a besoin d'une question supplémentaire, je vais vous dire pourquoi, parce que je vous avais promis qu'il y avait un livre qui circulerait, et j'avais complètement oublié de le faire circuler. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question intéressante à poser... Il a failli dire intelligent, elles sont toutes intelligentes. Elles sont toutes intelligentes. Non, je finis seulement. Donc, allez-y, posez-la. Non? J'ai répondu par avance à toutes les questions. Non, mais maintenant, après, on est... juste un mot sur le bouquin que j'ai fait, là, le monde du Front populaire. J'ai joué sur les mots. J'ai joué sur les mots, mais vous avez entendu un peu quand je vous ai parlé de ça, parce que c'est le monde du Front populaire, c'est à la fois l'époque, le monde du Front populaire, la société, mais aussi le fait que, là, on n'en a pas beaucoup parlé, le Front populaire a une dimension internationale, parce qu'il devient la stratégie de l'internationale communiste. Dans le paradoxe que j'ai dit tout à l'heure, l'internationale communiste va en quelque sorte diffuser l'exemple du Front populaire. Au Chili, vous aurez un mouvement de Front populaire. Dans les pays dominés par le fascisme, se créent des mouvements de rapprochement qui sont des rapprochements de type Front populaire et qui vont donner après des formes de résistance unie, vous voyez. Et donc, ce qu'on peut appeler les formes... Alors, derrière ça, j'ai pas parlé de cette question, c'est de quel c'est l'antifascisme. Et qu'est-ce que c'est l'antifascisme? Ah, pareil. Là, tu as vu, je réponds à la question qui m'a posée. Mais juste un mot sur l'antifascisme. Hein, oui. L'antifascisme, il y a eu tout un débat dans le mouvement ouvrier, communiste, socialiste, dans l'entre-deux-guerres. Le fascisme, vous savez, commence en Italie en cassant les ouvriers, en torturant les chefs syndicalistes des grandes entreprises et des salariés italiens, des coopératives, des usines, du Pau, du Midi, etc. Et comment on lutte contre le fascisme? Parce que le fascisme, c'est pas la droite classique. C'est un des mouvements qui utilisent une partie des classes moyennes, qui utilisent la force armée. Qu'est-ce qu'on fait? Le combat frontal. Quel combat politique? Quels objectifs pour lutter contre le fascisme? Hein? Transposé à aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le fascisme est discrédité historiquement. Donc, les organisations d'extrême droite disent « Mais nous, on n'est pas fascistes, on n'est même pas d'extrême droite. On est autre chose. » D'ailleurs, il faut se battre sur cette autre chose. Mais à l'époque, le terme fasciste, ça veut dire ni capitalisme, ni communisme. Troisième voie. C'était ça, présenté comme ça, le fascisme. Le fascisme se présentait comme, en quelque sorte, contre la bourgeoisie et contre le bolchevisme. Et donc, l'antifascisme, qu'est-ce qu'il devait en quelque sorte prôner? Alors, il y a eu tout un premier temps, on a dit,
contre le fascisme, c'est la révolution. Il n'y a de lutte contre le fascisme que la révolution, parce que la bourgeoisie a fait faillite. Donc on ne va pas lutter pour restaurer la bourgeoisie, elle a fait faillite. Donc on se bat pour la révolution. Et donc c'est révolutionnaire contre fasciste. Ça a été le combat en Allemagne, en partie. Ça a été le combat en Italie, avec une partie des antifascistes qui étaient divisés entre eux, puisqu'il y avait ceux qui disaient non, l'antifascisme c'est la défense de la démocratie, la question de la révolution n'est pas d'actualité. Grand débat. Et le moment du Front populaire, c'est une manière, en quelque sorte, non pas de compromis, mais de sortir de cette division entre antifascistes en disant l'antifascisme, c'est pas seulement la lutte pour la démocratie, pour les libertés politiques, c'est aussi la lutte pour les revendications sociales et le progrès social. Donc antifascisme démocratique et de progrès social. Voilà. Vous voyez, ça semble banal, mais c'est pas du tout banal. C'est ça qui est au cœur de l'idéologie, de la doctrine et du projet politique du Front populaire, et qui singularise le Front populaire de ce qu'avaient été des combats héroïques, mais perdus, de l'antifascisme dit révolutionnaire avant. Et cela dit, ça veut dire aussi que quand, là je rebondis sur la question qui avait été posée, que si on invoque le Front populaire, l'antifascisme aujourd'hui, c'est pas en trépignant sur sa chaise avec ses mots d'ordre qu'on va arriver à quelque chose. Voilà, on est dans une autre époque. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de l'antifascisme aussi, il faut l'interroger, parce que l'antifascisme, c'est pas une sorte de réaction spontanée. C'est pas des mots d'ordre évidents. C'est même pas une stratégie qui s'est en quelque sorte construite du jour au lendemain. Ça a été un assez long chemin. On l'a retrouvé dans la question de la résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance et comment on fait la résistance? Se libérer, avoir un programme de libération du pays, de libération sociale et politique, ou seulement on se libère des Allemands, on verra après? Cette question, elle est revenue dans la période de la résistance. Alors, c'est une période extrêmement difficile, donc de survie, de vie et de mort, dans d'autres contextes socio-politiques. Il faut réfléchir sans doute différemment, mais quand même, à chaque fois, à la perspective... on revient toujours sur la capacité d'anticiper ou de trouver les mots d'ordre adaptés. Hein. Ça fait partie d'aujourd'hui, mais ça, les historiens sont extrêmement mauvais. Hein. On n'a jamais vu un historien capable de prévoir quelque chose. Il faut s'en méfier. Ni un économiste d'ailleurs, ni un sociologue. Donc il ne faut pas attendre des sciences humaines et sociales la capacité de prévision, hein, je crois, même si certains le pensent. Voilà. Non, ne l'applaudissez pas tout de suite, parce qu'il y a une dernière question, le livre n'a pas terminé de circuler. Oui. Et après, je vous promets que c'est fini. Oh, François. Oui. Quand même, tu as passé du temps à bien développer la montée du mouvement et de l'esprit du Front populaire. Et après, l'écroulement. Oui, j'ai été plus rapide. Tu as été plus rapide, et pour tout te dire, on a tendance. Je veux dire, en tant que communiste, à plus avoir étudié ou lu autour de la période de phase montante que de phase déclinante. Tu as mis beaucoup de poids sur l'importance de la guerre en Espagne et de la non-intervention. C'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, à saisir comment un si beau mouvement qui a obtenu de si beaux résultats peut s'écrouler en si peu de temps. Alors, voilà. Il y a dialectique à deux niveaux. Il y a la situation économique et la situation politique internationale. La situation politique internationale, elle est terrible. Si vous voulez, le danger de guerre, je ne sais pas, de temps en temps, analogie n'est pas raison, mais aujourd'hui on ne s'imagine pas, difficilement, Monsieur Louis s'en souvient de façon un peu à travers quelques images, mais quand même, la montée de la guerre et l'anxiété de la guerre, l'anxiété. Surtout, vous comprenez, il y a le souvenir. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Si en 1998, c'était terminé la Première Guerre mondiale. En 1998, vous voyez. On est en 1938, la Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918. D'accord? Il y a 20 ans à peine. Il y a tous les souvenirs de ce qu'a été la guerre.
de ce qu'a été l'horreur de la guerre, mais aussi les souvenirs vivants. C'est-à-dire, enfin, je ne développe pas, mais il faut bien comprendre. Ça, c'est une hantise quand la situation militaire internationale se dégrade. Or, les forces anti-nazis sont désorganisées ou mal organisées. Et donc, que faut-il faire? Dans la gauche, il y a une partie de la gauche qui dit il faut s'entendre avec Hitler. Plutôt vivre à genoux que mourir. Hein? C'est ce qu'on appelle le courant pacifiste. Il existe dans des forces qui ont été celles du Front populaire. Prenez un exemple bien connu, classique. J'ai une longue carrière d'enseignant. J'en veux pas au... Non, mais je prends au ras des pâquerettes, si j'ose dire, les instituteurs. Le syndicat des instituteurs, d'Elmas. Le syndicat des instituteurs avait été un des promoteurs du Front populaire, des comités de vigilance. À partir de 1936, l'automne 1937, vous savez, il y a le ministre allemand des affaires économiques, Schardt, qui vient. Plus tard, il y aura Ribbentrop. Et bien, ces gens-là, dans les comités paix et liberté, et un comité aussi antifasciste, ils prônent le refus de la confrontation avec Hitler. Ils vont défendre Munich. Munich, il faut sauver la paix. Munich, c'est les accords de Munich dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est un élément profond. La CGT, elle-même, est traversée par ça. Il y a un courant à la direction de la CGT, il y a un secrétaire confédéral qui a un journal dans la CGT et qui défend cette position. Il va devenir ministre du Travail de Pétain, Belin. Ben oui, mais c'est pas du détail. C'est pas du détail, l'affaiblissement. Puis il y a un deuxième élément d'affaiblissement, c'est ce qu'on pourrait appeler, tout à l'heure on parlait du patronat qui n'avait pas digéré, le patronat fait ce que les classes possédantes font quand elles peuvent le faire, c'est-à-dire qu'elles essayent de saboter les réformes sociales. Or, c'est là où tu as raison de m'interpeller. Si. Parce que dans les mesures que le Front populaire a prises au point de vue économique, il y a des mesures sociales très importantes, il y a des mesures économiques très faibles. En quelque sorte, il y a une disproportion entre les mesures économiques et les mesures sociales. Alors si vous... Mais à d'autres périodes, on a connu ça en France. Ça, c'est le jeu des 7 erreurs que vous cherchez là. On fait des politiques sociales qui ne sont pas financées. Ou financées de manière, en quelque sorte, grave. C'est-à-dire qu'on fait de la dette, ou on ne s'occupe pas de... Alors là, par exemple, là-bas, il y avait une réforme fiscale, faire payer les riches, qui était prévue. Le ministre des Finances, il s'appelait, c'est un personnage connu, après la Seconde Guerre mondiale, Vincent Auriol. Vincent Auriol décide avec Léon Blum, sur pression des Britanniques, de ne pas mettre en œuvre la réforme fiscale. Il y avait une réforme fiscale globale qui était prévue. Il y a d'autres périodes où on va aussi abandonner les réformes fiscales. Alors qu'est-ce qui se produit? Fuite des capitaux, dévaluation monétaire, et troisièmement, une politique de sous-investissement. La diminution des heures de travail, vous voyez, nécessité d'embaucher du monde. Mais on embauche du monde que si on développe l'activité et si on investit. Or, le patronat décide, enfin, pas tous, mais il décide, ça se voit au moment de l'exposition universelle de 1937, etc., de jouer la montre. Ils pensent que ça ne va pas durer. Vu la situation internationale, il y a deux solutions. Ou le gouvernement va se casser la figure, bon, ils réussissent en partie, ou surtout, on va revenir sur les 40 heures, on va revenir sur les lois sociales au nom de la guerre. Et c'est ça qui se passe. En 1938, c'est au nom de la guerre que Paul Reynaud dit qu'il faut suspendre les 40 heures, il faut suspendre les conventions collectives trop favorables, parce qu'il faudra... Alors la CGT dit, d'accord, nous allons le faire sur la base d'accords contractuels et sur la base de décisions qui sont des décisions temporaires liées... Alors les autres, non. Les autres, c'est l'occasion. Et la population, dans cette situation, à partir de l'été fin 1937, début 1938, elle n'apporte plus un soutien massif au gouvernement, au mouvement syndical, au parti. Donc il y a encore des manifestations, il y a des grèves, mais voilà. Donc
il y a le projet de politique économique et sociale devient bancal et restent les magnifiques initiatives dans le domaine culturel, dans toute une série de choses, mais l'infrastructure économique, voilà. Et Daladier arrive au gouvernement en disant « Je vais défendre le Front populaire autant que cela est possible dans les circonstances actuelles. » Et les circonstances actuelles font qu'il dit « Ben non, c'est pas possible. » Voilà, il amène Paul Reynaud, il signe Munich, etc. Donc il y a conjonction des forces internationales et internes qui vont dans ce sens-là. Et le Parti communiste en tire les conséquences à la fin de l'année 38, après les accords de Munich. Thorez, il est curieux ce personnage, enfin, il est intéressant si on le prend d'un point de vue historique et tout ça, parce qu'il fait des choses sans les dire. À cette époque, c'est souvent plus pratique parce que à trop s'expliquer, on risque. Et donc, il décide, après Munich, il fait une conférence nationale du Parti communiste, vous pouvez trouver ça dans l'histoire du Parti communiste, et qui est consacrée à l'élaboration d'un programme de gouvernement pour redresser la France. Alors, d'une part parce que Daladier emploie le terme redresser la France, alors donc on lui repique le terme redresser la France, il n'y a pas que vous démolissez la France, nous on redresse la France, mais en douce, pour la première fois, le Parti communiste construit un projet gouvernemental. Vous voyez, il est malin, puisqu'on lui avait refusé à chaque fois de participer au gouvernement. Là, il n'est plus question de participer au gouvernement, les communistes sont isolés, sont vraiment dans la déroute politique. Mais au lieu de dire résistons, puis on verra plus tard, il prend cette initiative qui, sur le moment, n'a aucun effet, hein, franchement, un programme de redressement du pays. Sauf que Duclos, Frachon, plus tard, ils vont aller puiser là-dedans leurs idées avec Pierre Villon pour mettre dans le programme du CNR. Et ils n'aimaient pas le Gramsci, hein, les communistes français, ils l'ignoraient de toute façon. Mais ils n'étaient pas dans un calcul de l'hégémonie, hein, comment gagner l'hégémonie. Mais ils l'ont fait. Ils ont fait du Gramsci sans le savoir. Hein. Parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cette attitude-là, même dans l'échec du Front populaire, on conserve en disant « nous gardons la politique de Front populaire. Nous sommes tout seuls, mais nous gardons la politique de Front populaire. » Ça a l'air de quoi? C'est curieux. Hein. C'est un peu comme si on disait dans d'autres circonstances « nous gardons une politique unitaire, mais qu'est-ce que ça veut dire hein? Vous voyez, je vous fais pas ça. Hein. C'est compliqué si on ne lui donne pas un contenu, parce qu'il ne suffit pas de dire unité. Voilà, donc ça, c'est la période des échecs. Tu as tout à fait raison. La période des échecs est intéressante, parce que dans l'histoire politique en général, c'est tout à fait intéressant de savoir comment non pas on survit à un échec, mais comment on gère un échec, ou une phase difficile. Hein? Ne parle pas d'aujourd'hui du même coup. Non, moi je pense aux réflexions de Karl Marx après l'échec des révolutions de 1848-49, quand il est en exil en Angleterre, et qu'il y a une désespérance générale de tous les républicains, démocrates, socialistes, communistes dans l'Europe entière, quand il y a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en France. Et ben, lui, il dit c'est maintenant qu'il faut réfléchir, qu'il faut étudier, qu'il faut penser, parce que maintenant, malheureusement, nous avons le temps. Voilà, non mais c'était à Marx que je pensais. Hein. Voilà, bon. Comme on va fêter le bicentenaire de Marx, c'est l'occasion d'y réfléchir. Ben, merci encore, vraiment. Surtout ne partez pas avec le livre, donc si la feuille est revenue, c'est parfait. Et par ailleurs, au mois de Joël, vous avez les possibilités d'acheter donc d'ailleurs, un dimanche spécial Karl Marx le chef de l'école de Pyrénées, je préfère que je parte en vacances.